Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons revenir sur les transferts de la trade deadline de la nuit dernière. On va notamment parler des Knicks, des Mavericks, du Thunder, mais aussi des Lakers et des Bulls. Pour m'accompagner, je salue sans tarder Charlie. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on va commencer quand même ce podcast en signifiant un fait d'actualité qui me semblait très important. C'est la statue de Kobe Bryant qui a été inaugurée. Alors, la première des 3 statues en hommage à Kobe Bryant. Le joueur apparaît avec le numéro 8, le doigt pointé vers le ciel. C'est ce geste qu'il a effectué au moment de quitter le parquet après ses 81 points face aux Raptors en 2006. Vanessa Bryant a spécifié que c'est lui-même, Kobe, qui avait sélectionné la pose. Donc manifestement, ce projet de statue était dans les tuyaux depuis un moment. Voilà, il y a plusieurs joueurs, plusieurs personnes qui sont succédées au micro, Derek Fisher notamment, Phil Jackson, Karim Abdul-Jabbar, Rob Pelinka. L'image de la soirée, ça a probablement été celle de Pau Gasol avec Natalia Bryant, la fille aînée de Kobe et Vanessa, dans les tribunes, complices. C'était une très très belle image. Voilà, je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. Non, c'est bien, c'était attendu. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'image. Sur le fait que c'était très bien de voir ces images-là, et notamment effectivement Gasol qui était très très proche de Kobe et de sa famille. Donc non, plutôt satisfait. Et écoute, il y aura 3 statues, on verra à quoi ressembleront les 2 autres, mais dans tous les cas, oui, je trouve que c'est très bien et que c'est tout à fait mérité vu tout ce qu'il a apporté à la franchise et l'importance qu'il a dans l'histoire des Lakers. Ouais. Juste pour le petit clin d'œil, la statue a été designée par la même sculptrice que qui a fait celle de Michael Jordan à Chicago, Julie Roblat Amrani. Voilà, donc je crois qu'elle en a fait une autre aussi. Elle a fait celle de Jerry West et de Chick Hearn, je crois, à Los Angeles. Donc voilà. On va parler, Charlie, des transferts, si tu veux bien. Tout à fait. On va parler des transferts, donc voilà, il y a plusieurs sujets à toucher dans cette histoire, parce que ça a commencé calme la soirée, puis après il y a une espèce de vague de transferts, des transferts plutôt moindres pour commencer. Ensuite c'est monté crescendo. On va essayer de faire d'abord les transferts le transfert marquant. On va également parler des équipes qui n'ont pas bougé pendant cette trade deadline. Et ensuite, on terminera le podcast sur les buyouts, les joueurs qui qui vont être virés par leur équipe, les équipes où ils ont terminé et qui vont se retrouver sur le marché des agents libres. Voilà. Et pour commencer la trade deadline, je voulais commencer par les Knicks de New York, dont on a parlé la semaine dernière. Peut-être le plus grand gagnant à la clôture de cette date limite des transferts. Les Sixers sont dans la panade avec la blessure d'Embiid. Les Bucks sont fébriles encore, malgré le changement de coach. Et là, les Knicks ont réussi l'exploit de se renforcer considérablement sans sacrifier un seul premier tour de draft. C'est quand même assez fou. En 2 mois, ils ont ajouté OG Anunoby. Et là, il y a Bojan Bogdanovic et Alec Burks qui arrivent des Pistons. Cette équipe des Knicks, pour moi, si il y a un alignement des planètes avec le retour de Mitchell Robinson qu'on a évoqué la semaine dernière en parlant des Knicks. Franchement, cette équipe de Knicks peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal dans cette conférence Est. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ces dernières semaines la franchise qui bosse le mieux. Ils continuent de se renforcer. Ils sont, tu l'as dit, parmi les grands vainqueurs de cette période de trade. Et oui, les mouvements qu'ils ont faits sont très bons. Ils offrent à Thibodeau un effectif d'une densité qui est vraiment très intéressante. Et surtout, il faut insister là-dessus, ils n'ont pas lâché un seul first pick de draft. Et ça, c'est du grand art. C'est surtout un grand changement par rapport... J'invite les auditeurs à aller réécouter le podcast qu'on a fait la semaine dernière, parce que même s'il y a eu les transferts depuis lors de Bogdanovic et Alec Burks, ça change pas la teneur de nos propos sur le fait qu'aujourd'hui, cette franchise est définitivement entre de bonnes mains. Leon Rose a définitivement imprimé sa patte sur la manière de procéder. Et c'est une très bonne manière, puisque voilà, il n'y a pas de sacrifice de premier pick de draft, il n'y a pas de signature complètement dingue de joueurs. Tu regardes le contrat de Julius Randle il y a quelques temps de ça. C'était un très très bon contrat qui avait été signé. Aujourd'hui, la valeur de ce contrat est très importante
parce que c'est un joueur qui coûte pas cher par rapport à sa production, malgré tout, malgré le fait que voilà, je suis pas un grand fan de Julius Randle, mais c'est ce que tu viens de dire en fait. La densité de cet effectif aujourd'hui permet à Tom Thibodeau de disposer d'un effectif hyper profond. Et en vue des playoffs, ça peut être très important. Là, le banc est considérablement renforcé. Oui, et puis c'est des joueurs qui fit bien avec l'effectif. Alec Burks, c'est un joueur que Thibodeau connaît par cœur, qu'il apprécie énormément, et il l'a déjà coaché à New York. Ça va faciliter son intégration, il connaît le système, il sait très bien ce que le coach attend de lui. Sur le papier, c'est un très bon fit. Bogdanovic, lui, évidemment, il va apporter offensivement. Vétéran expérimenté, Bogdanovic, de ses années au Jazz, notamment. Oui, et puis vrai bon shooter. Exactement. C'est pas un grand défenseur, mais c'est pas non plus un joueur qui se cache. Il se bouge, c'est une très bonne recrue. Il va ouvrir des espaces pour que les Brunson, etc. aillent au cercle. Il va vraiment pouvoir contribuer. Donc ouais, là, tu l'as dit, le banc a vraiment été étoffé avec ses arrivées. Donc là, forcément, on va attendre Thibodeau au tournant. C'est hors de question de voir une rotation à 7 avec 40 minutes de temps de jeu pour les titulaires, vu l'effectif qu'il a entre les mains. Ce serait un gâchis, mais terrible. Mais ouais, moi j'ai très hâte de voir ce que va donner cette équipe des Knicks. Déjà, où est-ce qu'ils vont terminer la régulière? Ils sont au coude à coude avec Milwaukee pour la 3e place à l'Est. Mais c'est clair que là, ils se posent comme un adversaire très compliqué à jouer en play-off. Alors, je sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Je vois que certains s'emballent un peu et parlent d'eux comme des candidats au titre. Je sais pas ce qu'il en est exactement de ce point de vue-là, mais en tout cas, c'est clair que ça va vraiment être intéressant à suivre. Et ouais, cette équipe, elle fait plaisir, là. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même un certain alignement des planètes côté Knicks. OG Anunoby va se faire opérer du coude. Il est absent pour au moins 3 semaines. Donc, c'est un point d'interrogation. Ça arrive à quelques jours de la trêve du All-Star Game. Donc, c'est un très bon timing pour New York. Ils vont pas le perdre pour beaucoup de matchs, puisqu'il va y avoir cette petite période au niveau du All-Star où tu as plusieurs jours sans jouer. Donc, c'est une très bonne chose. Julius Randle, faudra voir dans quel état il revient. Je persiste à dire que Mitchell Robinson, s'il revient, c'est quand même excessivement important dans la façon de jouer des Knicks. Ça peut vraiment, pour moi, ça peut être l'élément qui va les propulser vraiment dans la zone attention danger dans la conférence Est. Tu vois ce que je veux dire? Où les équipes, les top teams comme Boston, Milwaukee vont vraiment devoir se méfier de cette équipe-là, quoi. Et si tu regardes le classement de la conférence Est, t'as toujours cette équipe de Cleveland qui continue sur sa lancée. Ouais. 9 victoires, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. C'est assez affolant ce qui se passe à Cleveland aussi. Donc, ils sont dans cette course-là. Là, ils perdent pas mal de matchs, New York. Et les absences d'Anunoby et Randle, j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont... Enfin, comment ça va se passer les prochains jours, là. Ouais, non, mais c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, ils ont probablement jamais été aussi forts sur le papier ces dernières saisons, et ça tombe quand même l'année où il y a énormément d'incertitudes à l'Est, parce que les Sixers, en fait, on est tous suspendus au cas Joel Embiid, et c'est très difficile de se projeter tant qu'on sait pas exactement comment il va revenir. Les Bucks, ok, ils sont 3e, mais bon, on voit bien que dans cette équipe, il y a des soucis, on n'arrive pas très bien à comprendre où ça va, on cherche encore beaucoup de cohérence, enfin, on n'a aucune idée aujourd'hui, on n'a aucune certitude avec cette équipe de Milwaukee. Bon, le Heat est en souffrance comme d'habitude, mais on commence à avoir l'habitude de ne pas juger le Heat sur la saison régulière, donc on va pas non plus faire de projection. Enfin, il y a vraiment un espèce de flou autour de cette conférence Est, et de tout ça, les Knicks sortent comme vraiment aujourd'hui le dark horse de cette conférence, en fait, quoi. Qui a envie de jouer les Knicks aujourd'hui en play-off à l'Est? Personne. Pour le peu qu'on a vu de cette équipe quand elle avait déjà, rien qu'avec Anunoby, déjà, ça donnait pas, t'as pas envie de les jouer, quoi. C'est clair. Là, avec ce renforcement de Burks et Bogdanovic, elle peut faire vraiment peur. Alors là, voilà, Thibodeau est face à un dilemme assez intéressant, c'est-à-dire que il faut à la fois jouer le classement parce que t'as pas forcément envie d'accrocher la 4e place. La 4e place, ça veut dire que tu tapes potentiellement Boston au second tour, donc c'est un peu relou. Donc les 3 premières places vont être chères dans la conférence Est, et en même temps, t'as pas envie de cramer les joueurs qui jouent du côté des Knicks, parce que tes joueurs sont obligés de pallier pas mal d'absences à l'heure qu'il est. La nuit dernière, Brunson n'a pas joué, notamment face à Dallas. Donc bon, il y a des choix à faire, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La chute des Sixers paraît inexorable. Enfin, je veux dire, ça va forcément se passer. Voilà. Après, il y a un ventre mou de la conférence Est. Tout se joue un peu dans
dans un mouchoir de poche entre les Sixers, les Pacers, le Heat et le Magic. Tout à fait, ouais. Mais ouais, ça va être tendu cette histoire. Et les Knicks, ben voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si tu regardes les 3 prochains matchs des Knicks, c'est les Pacers le 11 février, Houston le 13, Orlando le 15, et après t'as la trêve jusqu'au 23 où ils joueront les Sixers. Donc et la reprise elle est pas mal, c'est les Sixers et les Celtics à 2 jours d'intervalle. Donc Ouais, il y a beaucoup d'adversaires directs là dans les prochains jours, ouais, c'est important. 2 matchs importants. Donc voilà. Un autre mot sur New York ou pas? Non, bah juste bravo. Franchement, c'est quand même une franchise qu'on a beaucoup critiqué ces dernières années. Et là, honnêtement, le boulot qui est fait depuis un moment, c'est remarquable. Si juste un petit mot pour dire que c'est cool de voir qu'Evan Fournier Oui. est sorti de la geôle. Maintenant, espérons que ça ne soit pas pour aller dans une autre geôle. On va voir un peu comment ça se passe pour lui, mais c'est vrai qu'on est plutôt content de le voir sortir de la galère dans laquelle il était à New York. Bon, on va voir comment ça se passe à Détroit. Est-ce qu'il est gardé? Est-ce qu'il va arriver sur le marché des buyouts? C'est difficile à dire parce que les Pistons ont quand même coupé beaucoup de joueurs hier. Donc, est-ce qu'ils comptent garder Evan Fournier dans la rotation? Est-ce qu'ils vont le faire jouer? Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'on le reverra très vite sur un parquet. Voilà une équipe mal gérée, les Pistons. Voilà une équipe qui fait vraiment du caca avec ce qu'elle a entre les mains. C'est assez impressionnant quand même. Ouais, c'est pas les seuls, mais effectivement, Non, c'est pas les seuls. On ils va font en partie parler. de cette catégorie-là, ouais. On va en parler dans ce podcast quand on va parler des Bulls notamment. Mais là, les Pistons, c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils sont en train de faire. On voit qu'il y a quand même une enfin, il y a un manque de vision, un manque de stratégie évident entre le proprio, les instances, le front office et le coach. Euh, Déjà, cette histoire de Monty Williams, on en a déjà parlé, mais moi, ça m'avait déplu. Le fait que lui souhaitait prendre au moins une année sabbatique et a été forcé par une offre mirobolante à reprendre cette saison, entre guillemets. Il y a rien qui colle dans cette histoire, quoi. Comme cette prolongation de Marvin Bagley à l'été 2022, tout ça pour le refourguer aux Wizards quelques temps après. Enfin, tout ça n'a absolument aucun sens. Si tu regardes un peu l'historique des décisions du côté des Pistons, c'est quand même une suite de décisions illogiques et stupides. Alors là, ils ont transféré Monte Morris à Minnesota, ils ont fait venir Simon Fontecchio de Utah, mais tout ça pourquoi? Parce que Utah sait très bien qu'ils peuvent pas payer Fontecchio, donc ils l'ont fait venir. Quentin Grimes, on peut dire que c'est une bonne pioche. Et que potentiellement ça rentre dans un projet, je sais pas lequel, mais voilà. Oui, voilà, c'est ça. Quel est le projet? Couper Killian Hayes, qui a 22 ans, qui a été titulaire à de nombreuses reprises cette saison, alors qu'il a été choisi en 7e position, en disant ah oui, mais il y avait rien à récupérer, il y a rien d'intéressant à récupérer. Franchement, moi, ça me laisse sans voix cette histoire, quoi. Ouais, c'est très violent ce qui s'est passé pour Kylian Hayes. Effectivement, tu l'as dit, il faut quand même rappeler que c'est un septième choix de draft, qu'au début de saison, il avait un vrai rôle dans la rotation. Il y en a qui disent que ça a été un deal entre lui et Détroit. J'ai jamais vu ça en NBA. Hein. Une franchise qui décide de pas récupérer de récupérer rien du tout pour faire plaisir à un joueur. Pour moi, ça Ouais. n'existe pas. Mais Ouais, je sais pas. En tout cas, à voir quelle sera la suite pour lui. Est-ce qu'il va intéresser des équipes sur le marché des buyouts? Est-ce que c'est la fin pour lui en NBA? Moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il ait encore une chance dans une équipe mieux gérée, un environnement de travail plus sain pour voir ce que ça donne. Mais on sait qu'en NBA, les choses vont parfois très très vite. Et, on sait pas très bien ce qu'il en est aujourd'hui. écoute, Nilikina qui a été coupé lui aussi pour le coup hier soir, se retrouve dans la même position. Il a toutefois il s'est maintenu dans la ligue après son départ des Knicks et son passage un peu foireux à Dallas. J'ai envie de dire qu'il a encore un avenir, Kylian Hayes dans cette ligue. Il y a selon les insiders, il y a les Spurs, les Grizzlies et les Wizards qui sont intéressés par sa candidature, enfin par son profil plutôt. Il n'a pas envoyé un CV. Pas les Wizards. Je m'en fous. J'ai juste envie de voir Kylian Hayes dans un nouvel environnement. Oui, mais un environnement sain, ce serait pas mal, quoi. Ouais, mais le coach des Wizards est pas complètement. Enfin, c'est pas. Je sais pas. C'est un nouveau coach qui vient d'être nommé, donc. Ouais, on verra. Faut voir, mais je sais pas. En tout cas, j'espère qu'il va avoir l'opportunité de
de jouer dans un club qui va réussir à le mettre en valeur. Je sais pas où, je sais pas comment, mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je suis d'accord. On va passer immédiatement au Dallas Mavericks. Alors, toi et moi, on a échangé un petit peu quand on voyait les transferts. Je t'ai dit, waouh, Dallas, incroyable. Et au premier abord, j'ai clairement mis les Mavericks en tant que gagnant de cette trade deadline. Daniel Gafford est peut-être le pivot aujourd'hui remplaçant le plus compétent de la NBA. L'espoir est que PJ Washington, en provenance des Hornets, démontre les qualités que Dallas espérait obtenir quand ils ont fait venir Grant Williams. Ils ont gagné en taille, ce qui leur faisait défaut. Mais, je sais pas, à y regarder de plus près, depuis un an, depuis la venue de Kyrie Irving, en réfléchissant à ce qui s'est passé cette dernière année, j'ai l'impression que les Mavericks sont dans une politique all-in, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, la question pour moi, c'est clairement est-ce que les Mavericks sont en mesure de gagner ou pas le titre avec cet effectif? Parce que clairement, hein, l'erreur de laisser partir Jalen Brunson à New York, ils sont un peu dans le rattrapage de ce truc-là depuis cette erreur monumentale. La venue de Kyrie Irving l'an dernier, si tu combines un petit peu entre Kyrie Irving, Gafford et Washington, ils ont donné le premier tour de draft de 2027, protégé top 2 seulement. Il y a un swap avec le Thunder en 2028. L'an dernier, ils ont donné donc un premier tour de 2029 au Nets pour faire venir Kyrie, et ils ont un swap au premier tour en 2030 avec les Spurs. Ça a été fait l'été dernier dans le deal pour faire venir Grant Williams. Donc en fait, Dallas ne maîtrise plus aucun de ses pics de draft quasiment d'ici la fin du contrat de Luka Doncic, même avant, même plus loin. Luka Doncic, son contrat se termine en 2027, et eux, ils ont quasiment plus de maîtrise de pic jusqu'en passé 2030. Donc quelque part, c'est qui tout double pour Dallas. Oui, mais en même temps, alors je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as dit à propos du départ de Jalen Brunson et du fait qu'ils ont fait une grosse connerie à ce moment-là. Maintenant, pour moi, sur cette trade deadline, factuellement, ils se sont quand même beaucoup renforcés. On sait qu'ils s'étaient intéressés par PJ Washington depuis un moment. En fait, ce que j'aime assez, c'est Grant Williams, c'était un peu la déception. Moi, je m'attendais à bien mieux. Je pense que j'étais pas le seul. Il a pas vraiment confirmé ce qu'il avait montré à Boston. Et le front office de Dallas, comme tu l'as dit, ils sont dans une logique de il faut gagner. Ils ont pas perdu de temps. Ils ont tout de suite décidé de mettre fin à l'expérience. Et quand on voit ce qu'ils ont récupéré, moi je trouve que ça se comprend. Je trouve qu'ils se sont considérablement renforcés sur le front de courte, en récupérant 2 joueurs référencés en NBA, des titulaires, qui sortaient de saisons où ils étaient titulaires dans leurs équipes, avec des profils intéressants, un ailier fort shooter qui va pouvoir écarter le jeu, Daniel Gafford qui faisait sa meilleure saison à Washington, qui est un bon protecteur de cercle, tu l'as dit. Verticalité parfaite pour jouer avec Luka. Donc cette équipe, si elle se présente au complet au playoff, elle va donner mal au crâne à beaucoup d'équipes. Je veux dire, ils ont un backcourt offensif qui est absolument monstrueux quand Kyrie est là. L'effectif est intéressant, c'est étoffé, il y a des profils différents. Je trouve que pour cette fin de régulière, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant quand tu regardes aujourd'hui leurs concurrents directs à l'ouest, donc les Kings et les Lakers qui sont 7e et 9e pendant que les Mavs sont 8e, même les Pels qui sont 6e, aucune de ces équipes-là n'a bougé en fait. Aucune de ces équipes-là ne s'est réellement renforcée. Ouais. Donc est-ce que ces mouvements-là peuvent permettre à Dallas de rentrer dans les 6 ? C'est pas impossible, et dans ce cas-là, c'est vrai que pour moi, c'est des moves qui sont pertinents. Ensuite, en termes de contrat, PJ Washington et Daniel Gafford, c'est 2 joueurs qui sont sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2026, avec des contrats qui sont plutôt intéressants, puisqu'ils sont autour des 14-15 millions. D'ailleurs, PJ Washington, c'est un contrat qui est dégressif. Donc, même si tout n'est pas merveilleux à Dallas, je trouve quand même que sur cette trade deadline-là, ils font partie des équipes qui se sont vraiment renforcées, et c'est vrai que moi, je les classe parmi les gagnants. Peut-être pas au niveau des Knicks, mais quand même pas loin derrière, quoi. L'objectif de Dallas aujourd'hui, c'est d'avoir comme tu l'as dit, ils ont un backcourt offensif élite. On sait que Luka Doncic, pour le coup, c'est un de ces joueurs qui, arrivé en playoff, tu peux compter sur lui à 200%. Bah ouais, c'est un joueur qui peut te faire gagner une série quasiment. Ah ouais, il l'a déjà prouvé maintes et maintes fois. C'est clair. Donc voilà, ce joueur est absolument irréel. C'est marrant parce qu'on s'est habitué, j'ai l'impression. Ouais, il banalise l'extraordinaire. Mais il est juste absolument hallucinant. Enfin, face à New York, les nuits dernières, là, mais c'est n'importe quoi. Ouais, c'est dingue.
j'ai plus de superlatif pour qualifier ce joueur. Mais bon, je pense qu'il énerve aussi pas mal de gens avec son comportement des fois. Mais bon. Oui, mais je pense que même ceux qui sont énervés par Doncic savent que c'est un joueur qui est trop fort pour végéter dans le ventre de la conférence Ouest. Tu vois. Il est monstrueux. Je pense que l'objectif de Dallas aujourd'hui, c'est de retrouver une certaine santé défensive. Il va falloir aller se sortir un peu. Je sais pas où ils en sont d'ailleurs. Tiens, je vais regarder vite fait en défense cette saison. Mais je pense que l'important pour eux aujourd'hui, c'est de remonter un petit peu au classement. Alors ils sont 22e en defensive rating. Donc s'ils arrivent à rejoindre un petit peu le milieu de la ligue, ça peut être suffisant, clairement, vu l'explosion offensive que peut être cette équipe, c'est assez incroyable. Maintenant, j'ai quand même 2 gros points d'interrogation concernant Dallas, en l'état actuel. Première question, la disponibilité de Kyrie Irving, qui est quand même souvent blessé cette saison à Dallas. Dans sa carrière, c'est vrai aussi. Et voilà. Et est-ce que tu peux compter sur Kyrie Irving jusqu'à son contrat, c'est quoi? C'est jusqu'en 2026 avec une option joueur pour la saison 2025-2026 à près de 43 millions. Est-ce que tu peux compter sur lui pour rester en bon état de forme? Pour moi, c'est une vraie question que tu dois te poser concernant les Mavericks. Ouais, mais t'es obligé de compter sur lui. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à se concrétiser dans les faits. Et deuxième question, et après je te laisse t'exprimer sur ces 2 sujets. Deuxième question, c'est est-ce que Jason Kidd est le bon coach? Moi, personnellement, je pense que Jason Kidd n'est pas le coach qui t'emmène au titre, clairement. Voilà. Alors sur le coach, oui, j'ai les mêmes doutes que toi, ça c'est sûr. Sur Kyrie, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis et je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, Kyrie n'est pas du tout un joueur assez fiable aujourd'hui pour être pour qu'on classe les Mavs parmi des contenders au titre, quoi. Ça c'est un énorme frein. Mais en fait, t'es obligé aujourd'hui de composer avec cette donnée-là. Et le fait de densifier un peu l'effectif, c'est aussi la possibilité, en fait, de se dire, bon, bah, même quand Kyrie n'est pas là, on a d'autres possibilités qui font que on peut supporter la période. Maintenant, c'est une évidence. Si les Mavs veulent faire un push en playoff et éventuellement vouloir retourner en finale de conférence ou mieux, bah, il faut absolument que le backcourt, soit en pleine forme. Ça, c'est une évidence. Ouais. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres questions concernant les Mavericks, si ce n'est, voilà, est-ce qu'ils sont en mesure de disputer le titre? Parce que là, aujourd'hui, leur marge de manœuvre, c'est considérablement amoindri. Là, ils ont quasiment vidé le chargeur. Pourquoi je fais un parallèle avec les armes à feu? C'est ridicule. Ils ont épuisé toute leur marge de manœuvre, quoi. Oui, mais de toute façon, quand t'as Luka Doncic comme franchise player, t'es obligé de viser le titre. Luka Doncic est trop fort pour viser autre chose que le titre. Je suis d'accord. Pour moi, c'est vrai que les mouvements qu'ils ont fait sur cette deadline-là, c'est aussi un peu ce côté-là. C'est un peu aussi le côté de montrer à Doncic qu'ils sont toujours décidés à lui offrir un effectif qui sera capable d'éventuellement faire un push en playoff. Maintenant, est-ce que ça suffira? Aujourd'hui, j'en doute fortement, et j'en doute fortement pour les raisons que tu as citées juste avant, à savoir Jason Kidd et Kyrie Irving, enfin le manque de fiabilité de Kyrie Irving. Oui, c'est ça, ouais. Parce que son historique de blessure avec Kyrie Irving, c'est pas Jojo, quoi. Non. On va parler un petit peu des transferts des joueurs qui rejoignent un peu des équipes qui comptent. En haut du classement, je vais commencer par Royce O'Neal qui rejoint les Suns. Franchement, je ne m'attendais pas à voir les Suns réussir ce coup-là. Très beaucoup. C'est clair, c'est fort. Quand je vois d'autres équipes qui n'ont absolument rien fait, c'est beau. Après, pareil, tu vois, pour moi, les Suns, ça résout pas le problème de taille qu'ils peuvent avoir. C'est encore un joueur de périmètre. Il n'est pas très grand, hein. Royce O'Neal, c'est pas. Des fois, il joue ailier fort en NBA, mais c'est pas du tout un ailier fort. Oui, c'est ça. Il y a 15 ans, il aurait pas pu jouer ailier fort. Oui, voilà, il mesure 1m95. Enfin, je veux dire, clairement, c'est un petit gabarit pour un poste 4. Mais franchement, bravo, deux second tours de draft pour faire venir ce gars-là. Chapeau. Ouais, c'est un bon profil. Il a de l'expérience, il a un peu de shoot, de la défense. C'est un bon fit dans l'effectif. Alors après, sur cette deadline, ils se sont quand même séparés de quelques joueurs, les Suns, mais des joueurs qui étaient plutôt décevants, même si certains avaient montré par séquence deux trois choses intéressantes. Écoute, on va voir. En tout cas, c'est clair que
sur un profil qui aurait pu intéresser beaucoup d'équipes, Royce O'Neal, c'est pas forcément les Suns qui avaient le plus de chances de le récupérer, et le fait de l'avoir chopé, bah c'est bien. C'est Ouais. bien. Un mouvement qui m'a surpris agréablement, j'ai envie de te dire. Gordon Hayward à OKC, en échange de Treman, Davis Bertans, Micic, que je suis déçu de voir partir du Thunder pour le coup, et 2 seconds tours de draft, il me semble. Euh, et je crois que voilà, et les Hornets gagnent en plus une trade exception, je crois, un truc comme ça de, ouais, je sais plus. Bref, Gordon Hayward à OKC. Je trouve ce move extrêmement intéressant, très intriguant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un vétéran dans ce vestiaire, s'il tient le choc lui aussi en termes de santé, ça peut être un coup de maître de la part de Sam Presti. Ouais, bah moi c'est évidemment le premier élément que j'ai envie de mettre en valeur, c'est son expérience. Je pense que, alors j'ai pas vérifié, j'avoue, mais je pense pas me tromper. À mon avis, Hayward à lui seul a plus de matchs joués en playoff que la quasi-totalité de l'effectif du Thunder, je pense. Donc oui, c'est forcément intéressant. En fait, aujourd'hui, OKC, ils sont dans une situation où, depuis le début de la saison, ils sont sur le podium à l'Ouest, mais n'empêche que si au premier tour on fait la preview d'une match-up, par exemple, entre OKC et Dallas, ou entre OKC et Phoenix, ou entre OKC et les Lakers, eh ben, ça sera pas facile. Donc, je trouve que c'est très bien d'ajouter l'expérience d'Hayward là-dedans, parce que j'imagine qu'ils ont pas très envie de faire toute la saison régulière sur le podium pour se faire sortir au premier tour. Et puis, d'un point de vue purement sportif, c'est un super joueur, Gordon Hayward. Il est polyvalent, il est très intelligent sur le parquet. Alors, ok, il est plus du tout à son meilleur niveau, mais c'est un vrai joueur NBA, il sait shooter, il peut défendre, il aura aucune difficulté à s'intégrer dans cette équipe. Il peut vraiment apporter dans beaucoup de secteurs sur le parquet et hors du parquet, et je trouve que c'est vraiment bien en vue des playoffs. Il arrive en plus avec un contrat expirant, ça va dégager de la place sous le cap pour cet été. Bobby Marks, le journaliste d'ESPN, l'a noté. En gros, il a expliqué que les extensions de Chet Holmgren et Jalen Williams n'arriveront pas avant 2026. Donc en fait, l'été prochain, il y a une vraie fenêtre de tir intéressante pour OKC au niveau du recrutement. Donc ouais, je trouve que c'est un move très intelligent de la part du front office du Thunder, et j'ai vraiment hâte là aussi de voir jusqu'où va aller cette équipe dans les prochaines semaines. Oui, complètement. Ouais. Franchement, je croise les doigts pour que Gordon Hayward ait Ouais. une nouvelle. Enfin, je suis content de voir ce joueur avoir une nouvelle chance Ouais. de jouer les playoffs, d'être dans un effectif comme celui du Thunder où son expérience va vraiment être bénéfique à tous les niveaux, quoi. Ah mais c'est clair. C'est Et clair. en termes de personnalité, en termes de qui il est, je pense que ça va matcher directement avec cette équipe. Bah, quand t'es un jeune joueur en NBA, tu veux avoir un vétéran comme Gordon Hayward. Ouais, complètement. Ouais. Buddy Hield aux Sixers, on avait évoqué, toi et moi, quand on avait parlé de la blessure de Joel Embiid. On s'était posé la question, enfin moi en tout cas je me l'étais posé. Je me souviens pas, je vais pas mettre des idées dans ta tête, hein, dans ta bouche. Je sais plus ce que tu avais dit. Mais on s'était posé un peu la question de savoir est-ce que les Sixers devaient malgré tout bouger maintenant que Joel Embiid potentiellement était avec son opération, peut-être out pour la saison. Enfin, on n'a pas envie de parler de ça Ouais, maintenant, c'est mais difficile de se projeter, hein. c'est difficile de se projeter effectivement. Mais voilà. Bon deal, mauvais deal. Moi, je suis déçu que les Pacers aient fait ce deal, personnellement. Je t'avais dit, hein, quand on avait parlé des Pacers il y a quelques semaines de ça, Ouais, à un moi, je moment donné. t'avais dit, j'aurais voulu voir les Pacers continuer avec Buddy Hield et voir ce qu'ils pouvaient faire. Au pire, tu fais un sign and trade cet été, mais je voulais aller le voir au bout de cette saison, quoi. Oui, mais moi je comprends tout à fait d'abord qu'ils aient pas voulu le perdre pour rien, parce que sign and trade, c'est vrai que c'était une possibilité, mais c'était pas non plus ce qu'il y avait de plus simple. Et je suis aussi très content de voir que les Pacers donnent en fait plus de responsabilités aux jeunes en vue des saisons prochaines. Cette équipe d'Indiana, elle a l'avenir devant elle, avec un meneur comme Haliburton qui a 24 ans, Mathurin 21 ans, Nembhard et Nesmith 24 aussi. C'est le bon moment pour les responsabiliser, ces mecs-là. Donc je trouve que c'est intéressant. Après, je comprends la déception, hein. Effectivement, on avait tout à fait, en fait, on avait exactement parlé de ça au moment du trade pour Siakam. On avait parlé du câble Tout à D. fait. Et c'est vrai que bon, voilà, je comprends hein, l'idée de vouloir voir cette équipe d'Indiana intacte en playoff, mais je comprends vraiment tout à fait la décision. Après, je pense qu'ils auraient pu récupérer un peu mieux en se bougeant Complètement. plus tôt, parce que Buddy Hield, ça fait quand même un moment qu'il est évoqué dans les trades, mais écoute, ce qui est fait est fait.
Ils ont récupéré Doug McDermott, qui est contre quasiment rien à San Antonio. C'est pas mal du tout. Il retrouve une franchise dans laquelle il a déjà passé 2 ou 3 saisons avant d'aller du côté de San Antonio. C'est un bon shooter. Il va avoir l'occasion de se relancer. Je crois qu'ils ont récupéré Korkmaz aussi. Ouais, mais ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré directement. Ouais, libéré directement. Ouais. C'était la question que j'avais. Donc écoute, ouais, je comprends les deux positions, si tu veux. Je comprends la déception des gens qui espéraient voir Indiana au complet en playoff et de voir jusqu'où ils pouvaient aller, mais aussi je comprends également la décision du front office d'assurer un minimum de contrepartie contre Buddy Hield et surtout de tester en fait, enfin de responsabiliser plus les jeunes parce que Indiana, leurs objectifs ils sont pas cette saison. Indiana, leurs objectifs ils sont dans les 2, 3, 4, 5 prochaines saisons. Oui, complètement. Et puis comme tu disais pour Hayward à OKC, les Sixers libèrent du salary cap. Ils peuvent éventuellement le re-signer pour un bon deal ou pas. Enfin, et ça leur laisse des options, quoi. Ouais. Oui, c'est un. En fait, on sait qu'il va apporter des choses, Buddy Hield, à Philadelphie, parce qu'on voit bien que quand Embiid n'est pas là, c'est pas toujours facile de marquer des points. Bon, là, il va pouvoir contribuer dans ce domaine. On sait tout ce qu'il peut apporter en termes de shoot, en termes de spacing. Maintenant, est-ce que c'est un joueur, quand ton objectif ultime c'est le titre, est-ce que c'est un joueur que tu veux prolonger? Je sais pas. Ça dépend à quel tarif. J'en sais rien. Et ouais, ça dépend à quel tarif et ça dépend quel effectif tu mets autour. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'un mec comme Buddy Hield, si t'as pas des combattants autour de lui et des défenseurs acharnés, Ah ouais, c'est pas la peine. et tu peux le cacher, tu peux le cacher un peu, euh, c'est compliqué. Tout à C'est fait. très compliqué. Alors avec Embiid à l'intérieur, en théorie, ça peut marcher. Embiid à l'intérieur, deux défenseurs un peu agiles et complémentaires sur le périmètre, et Hild est tout à fait impositif. Dans le cas contraire, non. Ça peut vite. Et Tyrese Maxey, bon, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais défenseur, mais il est pas grand. Ouais, il suffit Et pas à cacher Buddy Hield. voilà. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à comment tu construis ton effectif avec un mec comme ça dedans, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Euh, Parmi les gagnants, il y a aussi les Celtics de Boston qui ont fait venir Xavier Tillman. Très bon pick. Pareil, j'étais un peu sur le cul de voir ce truc se passer. Une équipe très très forte qui rapporte un joueur très très utile potentiellement, qui apporte de la profondeur derrière Al Horford et Kristaps Porzingis. Waouh, Ouais, moi c'est hyper important. j'étais, ouais, enfin tu vois, pour le coup, ça fait partie des deals. Alors, on peut dire ouais, c'est pas le plus gros deal du siècle, mais pour qui a suivi un petit peu les Grizzlies, Tillman c'est un excellent joueur qui, je pense, fit absolument parfaitement avec les Celtics, la mentalité du club et l'exigence qui a lieu là-bas. Euh, Franchement, coup de chapeau, quoi. Ouais, c'est un trade dont effectivement on peut se dire de prime abord que ça va pas changer grand-chose, mais en réalité ça peut avoir un impact qui est hyper important. C'est tout simplement le fait d'arriver avec Porzingis et alors Ford plus en forme pour les playoffs. Faut quand même pas oublier que Kristaps Porzingis c'est un profil à risque, qu'alors Ford il a 37 ans, donc bien sûr densifier sa rotation intérieure c'était hyper important pour Boston. En plus ils le font avec un mec qui a une bonne lecture du jeu, Ouais. il sait très bien quel est son rôle. Alors ok c'est pas le mec le plus adroit offensivement, mais c'est un joueur qui est vraiment intelligent. Donc ouais, je trouve que c'est une très très belle pioche. Il va vraiment avoir un rôle. Voilà, en début de saison, on avait évoqué, en tout début de saison, le fait qu'il y avait finalement assez peu de vraies rotations intérieures du côté de Boston. Bon bah voilà, là le boulot a été fait. C'est Brad Stevens une nouvelle fois, je trouve, a mis la main sur Il un est joueur. incroyable. Ah ouais, il a c'est un profil utile, intéressant, avec de l'expérience en playoff. C'est du bon boulot, hein. C'est du Et, très très bon boulot. et en termes de gestion de deuxième partie de saison, c'est absolument brillant. C'est-à-dire que l'argument pour moi qui était un peu enfin à l'encontre de Porzingis à Boston, c'était bah son état de santé et son passif de blessure est inquiétant. Là, avec Tillman, tout d'un coup, tu as un joueur à qui tu vas pouvoir allouer plus des minutes, qui va être efficace dans ces minutes-là. Tu vas pouvoir préserver Porzingis et Al Horford. Tu vas pouvoir combiner tes line-up pour la deuxième moitié de saison. Ouais, c'est ça qui. Histoire de reposer qui tu dois reposer, de gérer les choses et d'avoir un effectif frais arrivé en avril. Donc,
Ouais, franchement, c'est brillant, quoi. Brad Ouais, c'est Stevens, brillant. il est brillant. Il est brillant. Je sais pas il est plus fort au front office ou sur en termes en coaching, Brad Stevens. Je sais pas. Bah, on le jugera quand il aura terminé sa carrière au front office. Si une fois qu'il prend sa retraite, enfin les Celtics ont gagné 2 ou 3 titres, bon. Est-ce que tu veux, pour terminer sur les transferts marquants, est-ce que tu veux parler de l'arrivée de Patrick Beverley à Milwaukee, que Patrick Beverley a annoncé sur la page Twitter de son podcast. Ouais, visiblement, Ça m'a fait trop rire. il avait pas envie que ce soit Wojnarowski ou Charania qui C'est annonce ça. une trade. Ça m'a fait trop rire ce truc. J'ai trouvé ça extraordinairement drôle. Je sais pas. Je sais pas si ça change quoi que ce soit côté Bucks. Tu penses que Lillard et Pat Beverley, ils vont partir en vacances ensemble? C'est marrant parce que Pat Beverley, je crois que c'est ce qu'il a dit. Il a dit ouais, il va falloir que Qu'on apprenne à devenir potes. voilà, qu'on s'occupe de notre relation enfin à mon arrivée à Milwaukee quoi. Ouais, bah écoute, en tout cas, Pat Beverley retrouve Doc Rivers, hein, ça doit lui faire plaisir. Et j'ai vu Pat Beverley jouer avec Russell Westbrook donc. Écoute, en tout cas, les Sixers cherchaient quelqu'un sur le backcourt, on le savait, on parlait beaucoup de Caruso, mais visiblement les Bulls étaient trop gourmands. Bon, en tout cas, sa mentalité, elle va pas faire de mal à cette équipe. Il va apporter alors c'est basique hein, de dire ça, mais il va apporter du hustle, du caractère sur certaines séquences. Il peut réveiller cette équipe on les trouve parfois un peu trop passifs, ces Bucks un peu trop mous. Tout à fait. Ça va rien révolutionner, mais ça peut faire un peu de bien. Après, on va pas se mentir, cette équipe, elle a des soucis profonds dans le jeu. Alors, on va voir comment ça va évoluer, mais c'est pas Pat Beverley qui va tout changer. J'ai hâte de voir si Doc Rivers va tenter le backcourt Beverley-Lillard. Ouais. Enfin, c'est fou. Ça Ça peut n'envoie être, pas du rêve. ça peut être un bon gag. On va parler des équipes qui ont absolument pas bougé le petit doigt. On va commencer par les Lakers, Charlie. Hein. On va béner ça maintenant. Hein. Ouais, ouais, ouais. On va régler cette histoire parce que déjà, t'as eu la défaite face à Denver hier soir, donc bon, ça va quoi. Hein on arrête. Malgré tous les coups de sifflet, Arrête. arrête. Je déconne. Il y en a eu un ou deux. Deux ou trois peut-être. Tu regardes que ça quand tu regardes un match des Lakers. Exactement, je peux plus voir autre chose. Est-ce que tu es surpris par l'inactivité des Lakers? Pelinka a dit qu'il y avait rien à faire de concret, qui allait faire bouger quoi que ce soit. On en a déjà parlé toi et moi. Hein, voilà. Faire venir des jeunes Temeray, ce qui était la rumeur depuis plusieurs jours, voulait dire que tu te débarrasses d'Austin Reeves. Donc ils ont choisi de garder Austin Reeves. Voilà, maintenant ça va être sur le marché des buyouts, donc on entend dire que les Lakers auraient un œil sur Spencer Dinwiddie, qui Ouais. a été coupé lui aussi, Kyle Lowry, il y a Gabe Vincent qui va peut-être revenir d'ici mars dans l'effectif, ce qui peut faire du bien. Charles, le micro est à toi. Ouais, écoute, en fait, ça s'inscrit un peu dans la tendance globale. On s'attendait à plus de mouvements en règle générale hier soir en NBA. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient annoncés comme disponibles sur le marché des trades, à commencer par Dejounte Murray que tu as cité, qui finalement n'ont pas bougé. Donc oui, effectivement, on pouvait s'attendre à voir les Lakers être plus actifs. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un vrai choix de Pelinka qui s'est dit que plutôt que de faire un panic move, il valait mieux attendre cet été pour faire de gros changements dans l'effectif. C'est un peu ce que suggère Chris Haynes, quoi. Plutôt que de faire n'importe quoi maintenant, on va Ouais. attendre quelques mois. Ou est-ce que tout simplement c'est juste que les équipes se sont montrées trop gourmandes, tu vois? Est-ce qu'ils se sont mis sur le dossier Caruso et Chicago a été trop gourmand? Est-ce qu'ils ont juste pas voulu lâcher Austin Reeves pour Dejounte Murray? Tout ça, c'est des possibilités. Moi, je pense que les Lakers seront actifs sur le marché des buyouts, aussi parce que Vanderbilt, par exemple, est absent jusqu'en mars et que je pense que éventuellement ils vont peut-être chercher à renforcer l'effectif en son absence. Donc ça, on va voir. Bon, c'est compliqué aujourd'hui de se projeter sur les Lakers. En fait, cette équipe, elle a fait un bon push dans playoff la saison dernière. Les dirigeants de la franchise estiment que l'équipe de cette saison est plus forte que l'équipe de la saison dernière. Sur le papier, je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, est-ce qu'ils misent sur le fait que l'équipe va montrer un autre visage? C'est vrai que défensivement, ça va un peu mieux ces derniers temps. C'est difficile de se projeter. En fait, déjà, c'est difficile de se projeter sur ce que va être l'été des Lakers.
Est-ce que Tout à LeBron fait. va prendre sa player option ou est-ce que LeBron va aller jouer avec son fils? Enfin, voilà, c'est trop Est-ce de que son fils va jouer à NBA déjà? Oui, voilà, J'ai il y a envie ça de aussi. te Bon, dire. si LeBron veut jouer une saison avec son fils jouera en NBA au moins une saison. Je pense que Ouais. LeBron fait tellement la pluie et le beau temps. Avant de rejoindre la Betclic Elite. Mais ouais, voilà, donc je suis pas si étonné que ça, parce qu'on savait que même si beaucoup d'insiders disaient que les Lakers étaient, il y a eu beaucoup de petites phrases sur Rob Pelinka passe ses journées au téléphone. Bon, ok, c'est bien. Je suis pas en réalité si étonné que ça sur le fait que ça ait pas bougé. C'était une possibilité, ça n'a pas eu lieu. C'est aussi dû au fait que certaines équipes étaient trop gourmandes certainement. Bon voilà, on verra à quoi ressemble la fin de saison et surtout l'été prochain parce que c'est l'été prochain qu'il y aura beaucoup de décisions importantes côté Lakers. Oui, complètement. Et puis il y a toute cette histoire de. Enfin, on voit bien que Pelinka n'a pas envie de sacrifier les pics de draft qui lui restent. Oui, Il y a un pic de draft là que si enfin, que les Pelicans peuvent redonner aux Lakers pour le bouger en 2025, je crois, dans le deal qu'avait fait venir Anthony Davis. Donc potentiellement, il y a un autre premier pic de draft qui va arriver bientôt. Enfin, ils vont être fixés sur est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans un an. Donc cet été, effectivement, entre la draft et comment dire, et l'intersaison, bah oui. il y a sûrement des choses à faire plus intéressantes que ce qu'il y avait de disponible maintenant. Et c'est ça. Et en fait, Donc, l'incertitude autour de LeBron, elle explique aussi un petit peu cet immobilisme parce que tout à fait. si LeBron il décide de se tirer cet Ah été ben oui, mais bien sûr, et c'est que pour ça. toi t'as envoyé les choix de draft, les Austin Reeves, etc., pour récupérer un Dejounte Murray par exemple, tu te retrouves dans une situation qui est vraiment trop complexe. Oui, c'est pour ça que Pelinka, il est malin. Tu sens bien qu'il essaye de jouer, enfin, pas il essaie pas de jouer sur les tableaux, c'est pas comme ça que ça se passe, mais il peut pas prendre, il peut pas prendre mettre le Brown au-dessus de la franchise. Non. Et ça, je respecte ça. C'est extrêmement pertinent de sa part. Ah bah surtout que moi c'est vraiment une des craintes que j'avais quand on a su que LeBron arrivait aux Lakers pour sa entre guillemets fin de carrière. Moi j'avais un peu peur de voir ce cinéma-là, tu vois. Ouais, il résiste malgré tout autant que faire se peut. L'an dernier, il avait réalisé un coup de maître qui avait permis au club quand même d'atteindre les finales de conférence, ce qui est énorme. Je le dirais, Ah, je le c'était dirais encore improbable, et toujours. Enfin, bien c'était sûr. tellement improbable qu'ils y parviennent et ils ont réussi. Donc bon. Les Hawks, vite fait, Oh, je voulais juste dire que voilà, pas de mouvement sur des John Murray. Probablement qu'ils ont dû avoir des offres également pour Clint Capella et Bogdan Bogdanovic. Ils ont absolument rien fait. Euh, Où va cette équipe? Que fait cette équipe? On en a parlé un petit peu, toi et moi, l'autre fois. Je persiste et je signe sur le fait que, pour moi, si les Hawks demain décident de faire autre chose, faudra transférer un moment de Trae Young. Et je pense que transférer Trae Young au summum de sa valeur marchande devient important en fait. Parce que philosophiquement, cette équipe ne changera pas tant que ce mec-là sera là, quoi. Parce que il est excellent, très très bon. Je sais, je connais la valeur de ce gars-là, mais je pense que les Hawks aujourd'hui, euh, vu leur positionnement dans la ligue, je sais pas. Moi, je serais plutôt d'avis de tout péter, mais enfin, je maintiens cette opinion, quoi, de ma part. ouais, je la comprends tout à fait, hein, cette opinion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué quand t'es une équipe comme Atlanta de trader un joueur comme Trae Young. C'est vrai que je suis étonné du fait qu'il s'est pas bougé. On a parlé de Dejounte Murray, on a parlé de Clint Capella, mais même, il y a d'autres joueurs qui, pour moi, auraient pu éventuellement, je sais pas, ouais, c'est difficile de savoir où ils vont, hein. Là, est-ce qu'ils ont pas bougé parce que là, en ce moment, ça va un petit peu mieux et ils se disent, on va peut-être trouver la bonne formule. Ouais, ça va pas un petit peu mieux. Ils sont passés dixième. Ils sont derrière Chicago, Charlie. Oui, Ils bah sont oui. derrière les Bulls. Ah, ça, c'est T'imagines l'argument à quel point classique, c'est ça. dur d'être Ouais, derrière les Bulls? cet argument est horrible. Faut vraiment pas y mettre du tien, quoi. Non, non, je sais bien, je sais Je veux bien. dire, ils sont à 22 victoires, 29 défaites. Tu vas nulle part, en fait, avec cette équipe. Non, ah non, Et, non, non. et, et, et enfin, on en a déjà parlé d'Atlanta, donc voilà, pareil, on va inviter les auditeurs à aller écouter le podcast où on parle d'Atlanta pour le coup. Non, mais tu vois, c'est Mais, même un profil mais comme bon. DeAndre Hunter. Moi, j'aurais pas été très étonné si il se retrouvait dans des discussions, quoi.
Non, mais complètement. Mais de toute façon, ça s'est pas bien passé à Atlanta. Ils ont un peu foiré leur coup, quoi. Les drafts consécutifs, ça a pas donné les joueurs qu'ils pensaient. DeAndre Hunter, c'était pas le joueur qu'ils pensaient. Il est régulièrement blessé. Sadiq Bey, qu'ils ont fait venir de Détroit, c'est pas le joueur qu'ils pensaient. Il y a trop de trucs qui sont pas bien passés. Et on parle d'une équipe, voilà, que, comme on a dit l'autre fois, qui était en finale de conf en 2021. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'accrocher corps et âme à la 10e place pour jouer le play-in. Ça fait un moment maintenant qu'ils jouent le play-in un peu toutes les saisons. Bon, Oui, et puis c'est vrai que la question, c'est quel est l'objectif, quel est le c'est but? Parce que, ça. Tu vas par où? exemple, en fait, si tu fais entre guillemets une croix sur les résultats collectifs cette saison, bah dans ce cas-là, il faut miser sur d'autres choses, miser par exemple sur les développements de joueurs. Un joueur comme Okongwu, est-ce que sa progression est pas freinée par la présence de Clint Capella, par On en a exemple? parlé, ouais, Ça effectivement, mais valait pas tout à fait. de trader Clint Capella. Bon, ouais, c'est difficile aujourd'hui effectivement de lire la politique et de lire les choix faits par cette franchise. Ouais. Mais c'est pas la seule. Quand je dis il faut tout péter, enfin il faut transférer Trae Young, c'est aussi une façon pour moi de dire que Trae Young est un joueur exceptionnel. Il est à ce point exceptionnel que quand il est dans une franchise, il détermine énormément de choses. Enfin, il détermine tout, toute la construction de ton effectif. Tout est construit autour de lui. Et voilà, et je pense que Atlanta, malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à construire ce qu'il fallait autour de ce gars-là. Et c'est peut-être maintenant, je sais pas si là, tu peux attendre encore et encore, mais tu risques de sous-vendre ce que tu aurais pu, vendre à prix d'or et récupérer un max d'assets pour bâtir ton avenir, quoi. Et Après, Trae Young, lui, se retrouver dans une situation avec un club qui a un vrai projet autour de lui et des joueurs qui collent mieux peut-être qu'est-ce qu'il y a à Atlanta. après, est-ce que vraiment la valeur de Trae Young va s'effondrer? Parce que même si les résultats collectifs sont pas terribles, Trae Young restera toujours le joueur qu'il est, cette espèce de monstre offensif, Oui. excellent créateur, etc. Tu vois? Regarde la série face à Boston l'an dernier. Il était exceptionnellement fort. Enfin, Ouais. c'est un des, c'est un une des meilleures lignes sur son CV à Trae Young. Oui, oui, mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que, mis à part pour des principes contractuels, pour moi, la cote de Trae Young, elle va pas s'effondrer, en fait. Même s'il le trade pas Mm. maintenant ou dans un mois, enfin, ou dans 6 mois, je pense que, tu vois, si se décide, par exemple, fin 2025, à vraiment appuyer sur le bouton rouge à ce moment-là, pour moi, sa cote, elle sera toujours aussi importante que celle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. On va parler des Bulls, tiens. Les Oh! Bulls, les Bulls. Range ce fusil. Alors, non, non, mais elle est intéressante cette équipe parce que il y a du bon et du moins bon à Chicago. Kobe White, c'est la belle histoire du côté des Bulls cette saison, clairement. Ils ont des joueurs dans cet effectif qui valent le détour. Mais la même chose que ce que je viens de dire par rapport à Atlanta, cette question concernant les Bulls se pose maintenant depuis quand même, ça date pas d'hier, quoi. Et ça date depuis même plusieurs saisons. Et quand j'entends leur vice-président Arturas Karnisovas dire nous avons envie de rester compétitifs, compétitif de quoi? T'es 9e de la conférence Est, t'es toujours dans le ventre mis. En fait, t'es bloqué au milieu de la ligue depuis trop longtemps maintenant. Et je vois pas l'effectif actuel. Qu'est-ce que tu peux en retirer de. Enfin, comment tu peux regarder cet effectif en disant mais si ça va se passer quoi. Et ne rien récupérer pour Caruso alors que les gens étaient prêts à vendre leur baraque pour l'avoir. Zach Lavine, c'est un échec total. Et quand j'entends Karnisovas dire ah mais Zach Lavine, on est bon avec lui, mais non, si tu regardes concrètement, factuellement, les Bulls sont meilleurs quand Lavine est sur le banc que quand il est sur le terrain depuis au moins 2021. Donc j'ai vérifié pour le coup. Quand j'entends Demar DeRozan, on va peut-être le re-signer, on l'aime bien Demar DeRozan, c'est un joueur qu'on a envie de garder dans l'effectif, dans le club. Mais je sais pas, je suis complètement perdu avec cette équipe. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas où ils veulent aller, et je trouve qu'elle est gérée de manière pitoyable en fait, très très clairement. Mais Karnisovas, il pense vraiment que DeMar DeRozan, il va re-signer à Chicago? Parce que, non mais DeRozan sans contrat cet été,
il y a plusieurs contenders qui vont s'intéresser à lui pour un peu qu'il soit pas trop gourmand d'un point de vue salarial. Hein. Bah voilà, Donc, sauf s'il a le feu vert pour casser la tirelire et offrir un contrat que personne d'autre n'offrira à Demar DeRozan. ouais, mais DeRozan, il a quand même il a eu des beaux contrats dans sa carrière. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il Oui, accepte de oui. prendre moins d'argent chez un contender. Hein. J'aimerais bien le voir faire ça, Bah effectivement. ouais, j'aimerais bien. Ouais. Écoute, c'est incompréhensible. Je comprends pas ce que fait cette équipe. Pour moi, ce projet, il est mort et ça date pas d'hier en plus. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu l'as dit, Caruso, c'était un des joueurs les plus courtisés de cette trade deadline. Il y a... Même André Drummond, des gens voulaient André Oui, Drummond. Ils oui, étaient oui. prêts à filer des pics de draft pour André Et ça, Drummond. c'est fou quand Et même. tu vends pas? Qu'est-ce que tu fais? Non non mais le pire c'est DeRozan et DeRozan en fin de contrat mais vous allez Mais le perdre pour complètement. rien. T'as un contrat expirant de Rosanne, un mec qui peut aider plein de clubs et tu fais rien. Et vraiment les déclarations dont tu viens de parler là de Karnisovas c'est moi, si j'étais fan des Bulls, je le prendrais vraiment comme une insulte, ces déclarations. C'est honteux de dire ça. C'est honteux de dire on n'a pas fait de trade parce qu'on veut rester compétitif. Cette équipe n'est absolument pas compétitive. C'est un mensonge de dire ça. C'est, j'avoue que je suis vraiment, cette équipe, ouais, elle est inexplicable pour moi. Enfin, tu vois, il y a plein d'équipes dont on s'attendait à ce qu'elles bougent et qui n'ont pas bougé pour des raisons qui, même si on n'est pas d'accord, on peut comprendre, tu vois, cette opinion. Qu'on la Tout partage à ou pas, fait. c'est une chose, mais on peut la comprendre. Tout à fait. Chicago, je ne comprends pas. Je ne Exactement. comprends pas. C'est Je veux dire, inexplicable. ça fait. Je veux dire, là, c'était l'occasion ou jamais de faire quelque chose. T'as un mec comme Kobe White qui a 23 ans, qui est en train de péter des scores, qui se démène sur le terrain. Clairement, c'est un signal d'alerte où tu te dis, on a un jeune joueur hyper talentueux qui ne demande qu'à une chose, c'est à éclore sur le terrain. Pourquoi tu ne te débarrasses pas des vétérans ou des gars qui, de toute façon... Caruso, il a déjà 30 ans, ou il va avoir 30 ans. Drummond, DeRozan, ces gars-là, ils ont autre chose... Ils en sont pas là dans leur carrière. Non. Non, C'est c'est plus, et c'est plus du Caruso, tout la même histoire. et Caruso, qui est un joueur que j'adore, je précise quand même ça, parce que ce que je vais dire là Mhm. pourrait laisser penser l'inverse. Caruso, je l'adore, hein, c'est un de mes joueurs préférés en NBA. D'après ce que les insiders ont rapporté, les Bulls voulaient pour Caruso l'équivalent de ce qui a été, entre guillemets, payé pour Anunoby, c'est-à-dire quand même un package assez important. Caruso, il faut raison garder. C'est un joueur qui est extrêmement utile. C'est un role player de très grande qualité, probablement un des meilleurs role players de la ligue. Mais à ce point-là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Oui, complètement, ouais. C'est, en fait, je sais pas, je comprends pas la logique de cette équipe. Je comprends pas. Tu vois, c'est ce qu'ont vécu les Knicks pendant 20 ans. C'est ce qu'ont vécu les Kings aussi, les fans des Kings. Avoir un front office et un propriétaire qui sont incompétents, clairement. Tout à fait. Enfin, je veux dire, ouais, on est personne pour avoir un jugement de valeur comme ça. Mais je suis désolé, il y a un moment, tu peux pas continuer à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi. On sait quand même quand t'es fan que tu suis la ligue depuis longtemps, tu sais quand même faire la différence entre une équipe qui est fonctionnelle avec une direction claire et enfin stratégique claire et de recrutement clair et une équipe qui sait fichtrement absolument rien de ce qu'elle est en train de faire, quoi. Oui, il y a ça. Et puis surtout, vraiment, je te dis, moi, ce qui me gêne, c'est ces déclarations. Parce que, enfin, Mais c'est ça, mais c'est la désillusion. Enfin, eh le ouais, mec, il est complètement dans la désillusion la plus totale. Enfin, y a pas besoin d'avoir joué 20 ans en NBA pour comprendre que cette équipe de Chicago, elle n'est pas compétitive du tout. Alors, dire on veut rester compétitif, donc on ne fait rien, c'est vraiment c'est se foutre du monde, quoi. C'est se foutre du monde. le gars, en fait, quand tu l'écoutes parler, Karnisovas, il enfonce des portes ouvertes. Il dit ah, j'adore Demar DeRozan. C'est le mec qui finit les matchs. Il est positif auprès des jeunes. On a de la chance de l'avoir. La ville l'adore. Mais les gars, c'est pas une mascotte, Demar DeRozan. Non, Qu'est-ce que tu racontes? non. Et puis en plus, on sait Il pas a le. 30, il a 35 ans en août. C'est plus du tout. C'est pas du tout dans la lignée d'un mec comme Kobe White. Zach LaVine, il a plus de, il a Non mais plus de jambes. Zach Lavine, de toute façon, tu pouvais pas le bouger. Son contrat, il est trop. Personne Oui, ne voulait de son ah, il contrat. est catastrophique. Ça, pour moi, vraiment, ça, malheureusement, c'est trop tard. Non, vraiment, moi, Et Lonzo Ball, il est là à dire, ah, dans un monde parfait, Lonzo Ball jouera la saison prochaine. je veux Ouais. que Lonzo Ball joue la saison prochaine. Je sais que t'es fan de Lonzo Ball, mais le mec court même pas, donc. Arrête.
Il a pas besoin de courir, Lonzo. Il a pas besoin de courir. Il voit les choses plus vite. Non, mais je sais pas. Enfin, tout ça me fascine, en fait. Moi, ça Je m'attriste. En fait, je suis fan des Bulls, des Hawks. Il faudrait qu'on fasse, on pourrait faire le classement des pires équipes, peut-être. C'est pas sympa de faire ça, mais en tout cas, Chicago et Atlanta font clairement partie des équipes qui sont pas bien drivées depuis le front office jusqu'au propriétaire, quoi. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et les Hawks moins, parce que les Hawks, ils ont eu des résultats très récemment et il y a un mix entre pas de bol et on a fait les mauvais choix. Oui, et les Hawks, ils ont sur le banc un mec qui est, sauf si on s'est vraiment complètement planté et que tout ce qu'il a fait à Utah c'était de la poutre aux yeux, c'est quand même un coach référencé en NBA, quoi. Exactement. Donc, il y a quand même la volonté d'essayer de faire des trucs, quoi. Mais les Bulls, c'est le désespoir le plus total. Et surtout, si t'écoutes le mec donc, qui est vice-président, qui pilote les décisions de ta franchise, est en train de sortir ce ramassis d'imbécilité. Mais la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'il croit à ce qu'il dit ou est-ce que vraiment il est en total bluff? J'en sais rien du tout. Mais ça fait trop longtemps que ça dure. S'il croit en ce qu'il dit, c'est encore plus grave, vraiment. Et oui, il y a peut-être des auditeurs qui nous trouvent prétentieux ou dans le jugement le plus dur. C'est pas faux, hein, on peut pas dire le contraire dans les propos qu'on vient de tenir. Mais il y a des équipes comme ça qui, moi personnellement, m'énervent. Ça m'énerve en fait de voir des talents qui végètent dans des clubs où c'est pas sérieux. Et je trouve, si on retourne un peu à la raison, je trouve que le projet des Bulls n'est pas sérieux, que les propos qui sont tenus par la direction, les propos ne sont pas sérieux non plus. Et voilà. Je trouve ça dommage. Ouais, et puis surtout, moi, j'insiste un peu là-dessus, parce que pour moi, c'est important, c'est vraiment vis-à-vis des fans des Bulls. Enfin, vraiment, je suis désolé, mais je comprends pas. Enfin, moi, si j'étais fan des Bulls, vraiment, les déclarations de Karnisovas, elles m'auraient vraiment énervé, quoi. Parce que prétendre aujourd'hui que cette équipe, elle est compétitive et elle veut être ambitieuse en play-off, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. C'est n'importe quoi. Ça me rend vraiment triste pour eux, pour les fans des Bulls. Voilà. Les équipes qui n'ont pas bougé, les Kings également, surprise de ne pas voir les Kings faire quelque chose. Ils ont récupéré Robin Lopez, je crois. Je sais pas s'ils vont le garder. Faut que je regarde un peu, faut que je me mette à jour sur toutes les libérations de joueurs qu'il y a eu. Mais un peu surpris de voir cette équipe ne rien faire. Ne rien faire du tout. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait vite fait, on a évoqué les Wizards. Les Wizards ne se séparent pas ni de Tyus Jones, ni de Delon Wright, qui sont en fin de contrat. Je comprends pas que des équipes, des équipes du haut du tableau soient pas essayé d'aller chercher ces gars-là, à moins que le prix ait été beaucoup trop fort. Mais bon. Très surpris. C'est difficile. Alors, je viens de vérifier, effectivement, il a été coupé, Robin Lopez. Ok. Ouais, bah écoute, oui, effectivement, moi aussi, je m'attendais à ce qu'il bouge, mais les Kings, mais bon, visiblement, ils ont pas trouvé, en tout cas, quelque chose qui leur convenait réellement. Bon. Je serais pas dur avec les Kings cette saison, parce que la saison dernière était trop belle. Et là, il y a encore une chance pour eux de ne pas faire le play-in. Là, ils y sont, mais ça se joue à rien entre eux, les Suns et les Mavericks. Ils sont tous à la queue leu là, de la 8e à la 5e place. Maintenant, les Kings, il y a un moment, va falloir pareil être un peu, savoir est-ce que t'es sérieux ou est-ce que t'es juste content d'être là, quoi. Mais justement, voilà. Est-ce que l'idée de ne pas avoir bougé, c'est de se dire on accorde entre guillemets une dernière, même si c'est un peu dur, mais une chance à ce groupe de faire mieux sur la fin de saison et les playoffs. Et c'est cet été qu'on bougera vraiment s'il le faut. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que le cas Harrison Barnes, principalement, parce que c'était quand même lui qui était beaucoup cité parmi les trades potentiels, c'est étonnant de voir qu'il a pas bougé, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Très étonnant. Et les Warriors aussi sont restés sans rien faire malgré. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu des rumeurs autour d'Andrew Wiggins ces derniers jours? Oui. C'était quasi, enfin, l'impression que c'était quasiment fait qu'il allait partir. Et il y a Anthony Slater qui est journaliste spécialisé Insider Warriors, qui expliquait que apparemment le front office, avec le retour de Draymond Green, a été agréablement surpris
du fait que Wiggins, euh, quand il joue avec Jonathan Kuminga, est efficace. Steve Kerr a manifestement est en train de trouver des combinaisons qui fonctionnent. Steve Kerr d'ailleurs qui a dit encore qu'il était sûr que il pouvait qu'il pouvait tirer quelque chose de cet effectif. C'est un expert de la méthode Coué, Steve Kerr. Je sais pas si je suis surpris plus que ça de voir les Warriors rester comme ça. Je sais pas. Effectivement, les déclarations de Steve Kerr, il a dit, selon ses propres mots, qu'il était persuadé qu'il pouvait faire quelque chose de spécial. Ok. Bon, on va voir. Hein. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal à croire en ce scénario qui voudrait que tout à coup cette équipe se remette, se remette à fonctionner et qu'ils retrouvent ce qui a fait d'eux une équipe si forte pendant si longtemps. Bon, on verra. Le cas Wiggins, tu l'as dit, il était énormément cité dans beaucoup de possibles trades. S'il peut retrouver son niveau d'il y a 2 ans, quand les Warriors ont été au titre, personne ne regrettera de ne pas avoir bougé, mais s'il retombe dans ses travers, on va forcément se poser la question. C'est difficile à dire. En fait, c'est tellement difficile de gérer des fins de cycle, et ça, c'est une fin de cycle qui est tellement... Ouais. C'est une équipe qui a tellement marqué une génération, une ère. C'est difficile à gérer. Effectivement, moi, j'aurais préféré qu'il bouge. Mais bon, Steve Kerr a l'air d'y croire à mort, donc bon courage à lui. Ouais. Après, c'est pas évident, je crois, pour ces clubs, pour un club comme les Warriors, de bouger parce que leur situation de salary cap leur donne très 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 peu de marge de manœuvre au final. Bien sûr, non mais bien sûr. En fait, c'est ça, tout est difficile maintenant. Ouais, moi, j'avoue que je fais un peu partie de ceux qui pensent que les Warriors auraient dû bouger, quitte à casser le trio Clay, Curry, Draymond, mais c'est pas facile à faire non plus. C'est des décisions qui sont extrêmement compliquées à prendre, c'est des contrats en plus qui sont pas faciles à bouger. Non, on va voir ce que ça va donner, mais moi j'ai beaucoup de mal à y croire. On verra ça. On va terminer le podcast en évoquant un petit peu la buyout team, les joueurs qui vont potentiellement se retrouver sur le marché des buyouts. Je vais te dire les joueurs et je vais te dire les équipes qui sont intéressées et tu pourras me donner ton sentiment sur la question, ok? Oui. Kyle Lowry, il y a potentiellement les Sixers, les Lakers et le Magic sur le coup. Où tu penses qu'il va terminer, Kyle Lowry? Est-ce que tu penses qu'il peut encore apporter quelque chose à une équipe? Oui, je pense que il va finir à Philadelphie. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, tu vois, je pensais que tu allais dire les Lakers, tu vois. Ah bah, il est originaire de Philadelphie, Kyle Lowry, c'est sa ville. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je le verrais bien au Magic, personnellement. Je serais pas contre de le voir là-bas. Mm-hmm. Notamment parce que si le Magic arrive à se qualifier pour les playoffs, j'aimerais bien avoir Kyle Lowry pour piloter un petit peu ce vestiaire et apporter son grain de sel dans l'équation. Voilà. Juste parce que j'aime bien le Magic, que c'est une équipe qui me fait kiffer. Spencer Dinwiddie. Gros dossier avec les Lakers. Ouais. Apparemment, ils se placent. Potentiellement un retour aux Mavericks. Les Pelicans sont sur le coup aussi. Les Sixers. Les Sixers, ça répond à un besoin aussi, c'est pour ça. T'as une préférence pour Spencer? Bah, si je suis le même raisonnement que pour Kyle Lowry, il va aller aux Lakers, hein, puisque lui, il est de Los Angeles. Non, mais plus sérieusement, je sais pas. En tout cas, c'est clair qu'il a un profil qui intéresse beaucoup de monde. Donc, je sais pas, difficile à dire. Je le vois bien retourner à Dallas, moi. Si c'est jouable, j'ai l'impression que Dallas, ça peut être intéressant. Il connaît le système, il est familier avec tout cet environnement. Et je me dis qu'avec, voilà, comme on parlait tout à l'heure de Kyrie Irving, qui est souvent quand même out sur blessure avec des petits pépins physiques, ça serait une caution sympathique à avoir sur le banc. Ouais, tout à fait. Après, par exemple, si Lowry ne finit pas à Philadelphie, Philadelphie sera sur le dossier d'Ewindy, par exemple. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Marcus Morris, pour l'instant, la seule équipe qui est potentiellement intéressée, ce serait les Timberwolves. L'arrivée de Monte Morris aux Timberwolves peut être très intéressante aussi. Très bien, c'est très bien. Ça peut être vraiment kiffant cette histoire. Marcus Morris aux Timberwolves, je sais pas. Moi, ce qui me ferait marrer, c'est qu'il finisse aux Nuggets. Aucune chance. Hein.
Ouais, ça colle pas trop, je trouve. Non, mais surtout, depuis l'altercation entre Ouais, ouais, Markieff et Jokic, tu peux être sûr qu'aucun des frères Maurice ne mettra les pieds dans le Colorado, quoi. c'est clair. À moins qu'ils aient fumé le calumet de la paix depuis, mais Les frères Maurice contre les frères Jokic. bref, on verra ça. Gallinari, sur le dossier, il y aurait éventuellement les Lakers et les Celtics. Ouais. Je sais pas. Difficile. Bah, Boston, ils ont pas de place là dans l'effectif, je crois, Je crois pas dans la falloir couper un mec s'il parce finit qu'à son la toute fin de la deadline là, les Philadelphie leur ont envoyé Jaden Springer, donc je pense que ça c'est Ouais, Philadelphie qui se libérait une place dans c'est son ça, effectif, exactement. mais que du coup Boston, eux, ils sont au complet, donc à voir. En tout cas, tu noteras que les Lakers sont sur tous les dossiers. Comme c'est bizarre. C'est pas du tout ce qui se passe d'habitude, si. Non, jamais. Joe Harris, les Bulls ou les Lakers, tu vois, ça n'arrête pas. Les Bulls, hein. Ouais, tu veux pas de Joe Harris. Bah, bon, idéalement, je trouve qu'il y a d'autres profils plus intéressants. Ouais, je suis d'accord. Pour l'avoir suivi à l'époque des Nets, excellent shooter, bien évidemment, Ah oui. mais trop de lacunes derrière et en playoff, j'aurais trop peur qu'il soit injouable, en fait. Après, c'est un buyout, hein, tu prends aucun risque, mais bon. Et dernier, pour finir, Thaddeus Young, potentiellement les Suns. Pareil, enfin, le mec, il est catalogué comme pivot ailier fort en NBA bientôt, alors qu'il est pas grand, quoi. Le mec, il a la taille d'un ailier, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Ouais, il a quoi? Il a 35 ans là, 35, Ouais, c'est ça, 36, ouais. Thad Young. Ouais, on va voir. Ouais, c'est pareil. Je trouve que c'est très difficile aujourd'hui de se projeter sur un profil comme le sien. Je sais pas. Dans ces grandes années, c'était vraiment un joueur extrêmement précieux et utile. Complètement, ouais. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est difficile à dire. Ouais, voilà un joueur qui a passé beaucoup trop de temps dans sa carrière à perdre des saisons, alors que c'était un joueur très très efficace. Il a joué aux Bulls notamment. Tadeusz Young, il a eu des belles saisons là-bas. Et quelle perte de temps. Ouais, bon, même, ouais, il a fait des belles saisons dans les années, ouais, au milieu des années 2010. C'était vraiment un joueur solide. Ouais. Ah ouais. Ok, bah j'ai fini sur mes candidats buyout, Charlie. Et alors les Français, Kylian Hayes, Nilikina, éventuellement Evan Fournier, buyout ou pas? Enfin, est-ce qu'ils seront animateurs du marché des buyouts ou pas? Nilikina, enfin, j'en suis revenu hein, de ma fascination pour ce joueur, Eh ben pas moi. mais je suis persuadé que défensivement, il peut apporter. Ah ouais, ouais, mais pour moi c'est un joueur qui a sa place en NBA, hein, Nilikina. Et que dans un bon système, il a sa place. J'en suis persuadé. Et voilà. Et lui, c'est pareil, sa santé est quand même fragile, quoi. Ah oui. Mais ce Il serait se bien pète toujours quelque chose, c'est absolument hallucinant, faut quoi. pas oublier qu'à la fin de l'année, enfin cet été, il y a quand même les JO et que ce serait bien qu'on ait quelques meneurs français qui jouent quoi. Ouais. Ça, ce serait pas mal. Hein. Kylian Hayes, j'ai quasiment aucun doute sur le fait qu'une équipe s'engage avec lui. Il est trop jeune, il a démontré trop de choses pour qu'aucune équipe ne se manifeste. Oui, 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 je suis d'accord. Surtout là où tu as un risque zéro. Je veux dire, là, pour le coup, c'est un risque zéro pour n'importe quelle équipe qui prendra ce gars-là. Quasiment. Ouais, ouais. Et Evan Fournier, écoute, il termine aux Pistons. On vient de parler des Pistons comme d'un club où, grosso modo, la gestion est quand même délicate. J'aimerais bien qu'il joue un peu, notamment en vue des JO, tiens, tu vois, qu'il se fasse un peu les dents Bah oui, oui. avant de participer à cette compétition. Maintenant, voilà, je sais pas quoi te dire. Evan Fournier, En plus, il y a du monde sur ces postes à Détroit. oui, oui, oui. Et puis, je vois pas. Enfin, ils ont besoin de shooting à Détroit, mais c'est déjà ce qu'on disait à l'époque à New York, et il a fait illusion pendant quelques temps. Et pareil, Evan Fournier, c'est un joueur qu'il faut intégrer dans un effectif et lui trouver une place dans la rotation. Et je suis persuadé qu'il peut être un joueur extrêmement, euh, comment dire, efficace Ah oui. en sortie de banc pour un contender, parce que c'est un joueur expérimenté. Je sais pas à quel point Denver pourrait le faire revenir ou pas. J'aimerais bien le voir retourner là-bas.
là où tout a commencé. Est-ce qu'il aurait beaucoup de temps de jeu à Denver? Ouais, c'est possible. Hein. Peut-être pas, mais il pourrait justement être appelé pour envoyer un petit coup de punch offensif, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que pour moi, pour Evan Fournier, le mieux, effectivement, ce serait un buyout, parce que je suis pour le coup assez persuadé que son profil intéresserait plusieurs équipes. Ouais. Mais sinon, ouais, je sais pas trop où, dans quel club. J'ai aucune idée de quel club serait intéressé par son profil, quoi. Et est-ce que j'ai pas clairement, j'ai pas envie. Parce qu'il peut signer n'importe où, hein, clairement. Mais je sais pas si j'ai pas envie de le voir aux Hornets, j'ai pas envie de le voir aux Wizards, j'ai pas envie de le voir aux Pistons, très sincèrement. À Chicago. Aux Bulls, voilà, j'ai pas envie de le voir continuer à végéter dans un club qui joue pour rien du tout, quoi. Ouais. J'aimerais bien le voir faire un truc qui a du sens et stimulant pour lui à ce moment de sa carrière, quoi. Tout à fait. Donc on verra bien ce que ça donnera. Merci Charlie. Écoute, merci à toi. C'était un plaisir. De nous avoir accompagnés. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Ça marche. Voilà, et on verra, on va parler du All-Star Game, yeah! Non, je déconne. Il y aura le All-Star Game. J'allais peut-être te dire que finalement, j'avais quelque chose de prévu la semaine prochaine. Non, mais justement, on va faire une contre-proposition du All-Star Game. On essaiera de parler on va essayer de parler un petit peu des grandes tendances pour la deuxième partie de saison. D'accord. On va essayer d'orienter le podcast là-dessus. On va essayer de jouer les Madame Irma et de deviner ce qui va se passer dans cette deuxième partie de saison. On aura quelques matchs, on pourra faire des conclusions hâtives après les transferts, faire des grandes conclusions et mettre des points à la ligne. Voilà. À plus, Charlie. À la prochaine. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.